L'image de l'atome qu'on t'a apprise à l'école est fausse. Pas légèrement fausse. Catastrophiquement fausse. Tu la vois encore dans ta tête. Un petit noyau au centre. Des électrons qui tournent autour comme des planètes. Chaque manuel scolaire la montre. Chaque musée des sciences l'accroche au plafond. C'est l'image la plus célèbre de la science. Elle est dans tous les logos de physique. Dans tous les émojis d'atomes. Dans tous les films de science-fiction. Et Feynman disait que c'est exactement pour ça qu'elle est dangereuse. Parce que les images les plus célèbres sont les plus difficiles à détruire. Et celle-là doit être détruite. Voici le problème. Si l'électron orbitait vraiment autour du noyau, comme une planète autour d'une étoile, il émettrait de la lumière en permanence. Un objet chargé qui tourne en cercle perd de l'énergie. C'est de l'électromagnétisme de base. L'orbite rétrécit. L'électron spirale vers l'intérieur. De plus en plus vite. Jusqu'au crash. Chaque atome de l'univers devrait s'effondrer instantanément. Et pourtant, les atomes sont stables depuis des milliards d'années. Elle décrit quelque chose qui ne peut pas exister. Alors qu'est-ce que c'est vraiment ? Feynman posait cette question à ses étudiants le premier jour de cours. Et il attendait. À laquelle leur intuition ne peut pas répondre. La réponse existe. Elle est mathématiquement précise. Elle est vérifiée à 14 décimales. Mais elle n'a pas d'image. Et ça, c'est le début du vrai problème. Où est l'électron ? Incorrect. L'électron n'a pas de position définie. Ce n'est pas une question de mesure imprécise. Ce n'est pas que nos instruments sont trop grossiers. C'est ce que confirment toutes les expériences, encore et encore. Avant qu'on regarde, l'électron n'est nulle part. Il existe dans ce qu'on appelle une superposition. Pas ici ou là. Dans toutes les positions possibles à la fois. Pondérées par des probabilités. Jusqu'au moment où quelqu'un regarde. Et là tu penses, l'électron est étalé comme un nuage. Toujours incorrect. L'électron est une particule ponctuelle quand tu mesures. Ce qui est dispersé, c'est la probabilité de le trouver à un endroit donné. La différence est énorme. Feynman insistait là-dessus avec une précision qui coupait. Il disait, ne confonds pas la carte avec le territoire. La fonction d'onde n'est pas une carte d'un électron caché. Elle est l'électron. Avant la mesure, rien d'autre n'existe. Maintenant l'orbite. Peut-être que l'électron ne peut pas orbiter. Peut-être qu'il reste immobile. Maintenu en place par l'attraction du noyau. Aussi incorrect. Si l'électron était immobile, on connaîtrait exactement sa position. Et exactement sa quantité de mouvement. Position, là. Quantité de mouvement, 0. Feynman illustrait ça avec une image simple. Avec un électron, c'est pire. Beaucoup pire. Parce que ce n'est pas une question d'instrument. C'est le principe d'incertitude de Heisenberg. Tu ne peux jamais avoir les deux. Et il ne peut pas être immobile. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait rien. Une description mathématique de probabilité. Rien de plus. Rien de moins. C'est tout ce qui existe avant la mesure. Et cette fonction d'onde, on peut la calculer. Mais ces formes ne ressemblent à rien de ce que tu imagines. Et cette fonction d'onde a des formes permises. Mais attention, et Feynman le répétait jusqu'à ce que ses étudiants. Une orbitale n'est pas un chemin. Ce n'est pas une trajectoire. C'est une région de l'espace décrite mathématiquement, où l'électron sera probablement trouvé si on cherche. L'orbitale la plus simple, l'état fondamental de l'hydrogène, est une sphère. Pas une orbite circulaire. Une sphère de probabilité. Plus dense près du noyau. Plus diffuse à mesure qu'on s'éloigne. Pas de chemin. Pas de mouvement. Juste, ça peut être ici.
Les orbitales d'énergie plus élevée ont des formes encore plus étranges. Certaines ressemblent à des haltères, d'autres à des beignets, d'autres à des structures à plusieurs lobes. Ce ne sont pas des objets physiques. Ce sont des distributions de probabilités, des cartes de présence possibles. Et quand l'électron change d'orbitale, il ne glisse pas, il ne voyage pas entre les deux. Il saute, instantanément. À un instant, fonction d'onde dans l'orbitale basse. À l'instant suivant, fonction d'onde dans l'orbitale haute. Pas d'entre-deux. Pas de passage dans l'espace entre les deux. C'est le saut quantique. Comment ça arrive exactement? On ne sait pas. La mathématique le décrit parfaitement. Elle prédit le résultat avec une précision absolue. Mais elle ne dit pas comment l'électron passe d'un état à l'autre. Elle dit seulement qu'il le fait. Aucune explication classique n'existe. Et cette honnêteté, admettre que la théorie fonctionne, sans qu'on comprenne pourquoi, c'est ce que Feynman appelait la vraie intégrité scientifique. La plupart des théories prétendent expliquer. Celle-ci prédit. Et elle a raison. Toujours. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Les électrons ont une propriété appelée spin. Imagine une toupie. Elle tourne. Elle a un axe. Elle a un sens. L'électron ressemble à une toupie dans ses effets. Il agit comme s'il tournait sur lui-même. Mais l'électron ne tourne pas. Il ne peut pas tourner. C'est une particule ponctuelle. Un point n'a pas d'extension. Il n'y a rien à faire tourner. Et pourtant, l'électron a un moment cinétique intrinsèque. Feynman appelait ça une des propriétés les plus honnêtement inexplicables de toute la physique. On lui donne un nom. On le mesure. On le calcule. Mais personne ne sait ce que c'est. Pas venant du mouvement. C'est juste une propriété qu'il possède. Comme la masse. Comme la charge. On l'appelle spin, mais ce n'est pas une rotation réelle. Et quand tu mesures le spin dans n'importe quelle direction, tu obtiens toujours l'une des deux réponses. Haut ou bas. Jamais rien au milieu. Il est en superposition. Au moment où tu le mesures dans un axe, il devient incertain dans tous les autres. Pourquoi? Et maintenant, allons encore plus loin. De quoi est fait le proton lui-même? Les protons sont faits de quarks. 3 quarks, maintenus ensemble par la force forte. Mais ce ne sont pas 3 quarks tranquilles assis là. Des particules appelées gluons s'échangent en permanence, créant des paires quark-antiquarks qui apparaissent et disparaissent. Un modèle stable fait d'instabilité perpétuelle. Organisé dans un modèle. Feynman disait que c'est là que la plupart des gens s'arrêtent. Parce que l'image des particules est confortable. Un atome est une configuration de champ quantique. Le champ du gluon. Le champ électromagnétique. Ces champs remplissent tout l'espace. C'est une excitation localisée du champ électronique. C'est pour ça que le tableau périodique existe. C'est pour ça que chaque élément chimique se comporte différemment. Si les électrons n'obéissaient pas à ce principe, chaque atome serait pratiquement identique. Pas de chimie, pas de molécules complexes, pas de diversité dans la matière. Et c'est aussi ce principe qui explique pourquoi la matière semble solide. Quand tu pousses une table, tu ne sens pas des particules qui se heurtent. Tu sens la répulsion entre des nuages d'électrons. Le principe d'exclusion empêche les électrons de se superposer. Ça semble solide parce que les forces sont fortes. Mais il n'y a pas de contact réel. Juste des champs qui poussent contre des champs. Depuis toujours. À chaque instant. Sans exception. Alors qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur d'un atome? Pas des billes. Pas des orbites. Pas de matière solide. Une structure mathématique. Une fonction d'onde. Un modèle d'amplitude de probabilité qui te dit ce que tu vas trouver. Si tu regardes. Mais qui ne décrit pas une réalité définie quand tu ne regardes pas. Les niveaux d'énergie de l'hydrogène, prédits par la théorie et mesurés en laboratoire, coïncident jusqu'à 14 décimales. 14. Feynman aimait donner une image pour rendre ça concret. Il disait,
Si tu mesurais la distance entre Paris et New York, avec une précision de 14 décimales, l'erreur serait plus petite que l'épaisseur d'un cheveu. Ce qu'elle signifie, c'est une question ouverte depuis 100 ans. Tout le monde physique émerge. La chimie, la biologie, toi, tout construit à partir de modèles dans des champs quantiques. Feynman disait que la physique ne doit pas te faire sentir mieux avec la réalité. Elle doit t'empêcher de construire une version fausse, qui soit plus confortable que la vraie. Celle qu'on t'a apprise, celle qui est accrochée dans les musées. C'est exactement cette version fausse. Est physiquement impossible. Et cette théorie, avec tous ces mystères non résolus, avec toutes ces questions sans réponse. Les ordinateurs, les téléphones, les lasers, les IRM. En profondeur. Mais ça ouvre une question que cette vidéo n'a pas répondu. Si deux électrons sont fondamentalement indiscernables, si l'atome d'hélium n'a pas 7 électrons et 7 autres électrons, mais seulement 2 électrons dans le système, qu'est-ce qui se passe exactement au moment de la liaison chimique? La réponse est encore plus étrange que tout ce qu'on vient de voir. C'est exactement de ça qu'on va parler dans la prochaine vidéo.